À la une de l'actualité, 1er mai, fête du travail. Comme chaque année, les travailleurs du Burkina Faso ont marché sur invitation de l'UAS, l'unité d'action syndicale. Une célébration qui se fait cette année sur fond de dénonciation de ce que ce mouvement syndical appelle la rupture unilatérale du dialogue social par le gouvernement. Et puis à Bobo Dioulasso, environ 3 mois après l'arrestation du maire de l'arrondissement 7 et Herman Sirima, les populations de la zone non lotie du secteur 29 du quartier Belleville demandent sa libération car, disent-ils, la situation qui prévaut dans leur zone pour ce qui concerne les lotissements risque de détériorer le vivre ensemble. Voilà pour les titres de ce 13h de ce 1er mai, fête du travail. Je souhaite à tous les travailleurs du monde une bonne fête du travail et un excellent mois de mai. La fête du travail, on en parle justement dans ce journal. À Ouagadougou, l'unité d'action syndicale marque cette journée à travers une marche, comme chaque année, pour dénoncer les conditions des travailleurs, dans lesquelles les travailleurs se trouvent. La célébration de 2021 se fait sur fond de dénonciation de ce que ce mouvement syndical appelle la rupture unilatérale du dialogue social par le gouvernement. Une plateforme revendicative de 29 points a par ailleurs été remise au ministre en charge de la fonction publique. Je vous propose d'entendre Abdoulaye Ernest Ouetraogo, porte-parole de l'UAS. Dans la même attitude de distorsion du dialogue social, nous constatons que le gouvernement a procédé à l'élaboration et à l'adoption des textes d'application de la loi 081 sans concertation préalable avec l'UAS. Pourtant, dès août 2020, nous avons dû vous adresser une lettre de protestation pour demander que l'UAS soit associée à l'adoption de ces textes d'application d'une loi qu'elle a œuvré à faire aboutir. Tout dernièrement, nous avons fait parvenir les arrêtés déjà signés relatifs à des préoccupations de l'UAS. Nous observons que de nouvelles dispositions ont été introduites dans les textes qui commandaient que nous puissions être consultés si tant est que vous respectez les partenaires sociaux et que vous donnez un sens au dialogue social. Monsieur le ministre, le choix opéré par le gouvernement de traverser le dialogue social ne peut aucunement empêcher les conflits sociaux. Tout au plus, il pourra que les retarder. Et la plateforme revendicative se traduit en 29 points qui sont les suivants. Le premier point, la mise en œuvre d'un véritable dialogue social qui implique la tenue régulière des cadres de dialogue social et l'implication des syndicats dans l'élaboration et l'adoption des textes qui régissent les travailleurs. Le respect et mise en œuvre des différents engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des syndicats des travailleurs, dont ceux pris avec l'UAS. La finalisation et l'adoption du Code du travail. La signature et mise en œuvre de l'arrêté portant tarifs de transport pour agents publics affectés. À Ouagadougou, tout comme à Bobo Dioulasso, l'appel de l'unité d'action syndicale a été respecté. Les travailleurs étaient également dans les rues de la ville de Sia pour eux aussi dénoncer la rupture unilatérale du dialogue social par le gouvernement. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition du 19h30. Mais en attendant, on reste à Bobo Dioulasso pour parler cette fois-ci du foncier. Les habitants de la zone non lotie du secteur 29 du quartier Belleville sont inquiets. Inquiets par rapport à l'acquisition d'une parcelle en leur nom. La raison, le maire Herman Sirima a été arrêté en février dernier pour plusieurs chefs d'accusation dans le trafic d'influence et le blanchiment de capitaux. Réunis au sein d'un collectif, les habitants de la zone non lotie de Belleville de Bobo Dioulasso demandent la libération du maire. Selon le collectif, la situation qui prévaut actuellement à l'arrondissement 7 pour ce qui concerne les questions de lotissement risque de mettre à mal le vivre ensemble. Soto Justin Dabiré nous en dit plus. Des habitants de la zone non lotie de Belleville à Bobo Dioulasso indignés de la situation actuelle de l'arrondissement 7. Selon ces habitants, depuis l'arrestation le 9 février 2021 de Herman Sirima, maire de l'arrondissement 7 de Bobo Dioulasso, ils ont perdu tout espoir de disposer d'une parcelle à leur nom. Ils demandent donc sa libération. Dans ces derniers temps, nous constatons un harcèlement de notre dossier. Je dis bien de notre dossier de justice autorisant certains attributaires de parcelles. Malgré les notes prises par la CNT
et renouvelé par la délégation spéciale suspendant les nouvelles constructions dans ces zones dites à problème. Ces actes d'harcèlement constituent un danger grave et portera sans doute un frein à la cohésion sociale dans notre zone, car nous ne saurons où aller. Nous lançons un appel aux plus hautes autorités de ce pays de faire preuve d'indulgence et libérer notre maire, qu'ils viennent nous consoler. Je voudrais réaffirmer notre foi à notre justice et espérons que ce cri de cœur sera compris et aura un dénouement favorable pour ce problème. Cette conférence de presse est aussi une aubaine pour ses habitants de réaffirmer leur soutien au maire de l'arrondissement 7. Nous prenons l'opinion nationale en témoin pour marquer notre soutien infaillible à notre maire à partir de cette conférence de presse. Ce maire jamais égalé depuis que nous vivons dans ces non-lotis dans les années 2005-2006. Des maires se sont succédés. Personne n'a pu nous convaincre. Dès son arrivée, nous avons pu mettre en place un cadre de concertation entre le conseil de l'arrondissement 7 et les habitants des non-lotis qui nous a permis d'être à tous les niveaux de prise de décision pour la résolution de nos problèmes. Ce maire aujourd'hui, incarcéré, nous fait perdre tout l'espoir qu'on avait et nous affecte beaucoup. Herman Sirima, maire de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, a été arrêté et déféré à la maison d'arrêt et de correction de Bobo le 10 février 2021. Il est poursuivi selon le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Bobo pour stéléonat aggravé, stéléonat simple, trafic d'influence, délit d'apparence, acceptation de cadeaux indus et blanchiment de capitaux. Pour mieux défendre les questions des droits humains au Burkina Faso, la Commission nationale des droits humains a procédé à l'installation la semaine dernière de 29 groupes de travail de la CNDH. Il s'agira pour les membres de favoriser un cadre de concertation permanent avec les acteurs politiques et la société civile afin de permettre aux victimes d'avoir accès à la justice. Justin Amontou. La Commission nationale des droits humains, CNDH, procède à l'installation de 2 groupes de travail ce 29 avril. L'institution veut, à travers ces groupes, impacter favorablement les questions des droits humains au Burkina Faso. La mise en place de ces groupes de travail s'inscrit dans la vision de mon institution d'asseoir une concertation permanente et des cadres d'action commune avec des acteurs publics et de la société civile dans des domaines aussi pertinents que sont la prévention des abus et l'accès à la justice par les victimes. Je ne doute pas que vos implications à différents niveaux, que ce soit, nous permettront d'envisager des actions pertinentes à mettre en œuvre afin d'atteindre nos objectifs de prévention des abus et violations des droits humains et ceux d'accès à la justice pour des victimes des violations. Le premier groupe va travailler sur les préventions des conflits, abus et atrocités et le second groupe restera focus sur les accès des victimes à la justice. Il s'agit pour chacun des groupes, notamment celui d'aujourd'hui, donc de travailler à identifier les causes des conflits, les causes justement de certaines crises qui peuvent aboutir à des violations des droits humains, pour qu'ensemble on puisse identifier des stratégies de prévention, parce que certes, il faut protéger les droits humains, il faut enquêter, il faut réprimer les violations des droits humains, mais c'est encore mieux de les prévenir. Après l'installation, les groupes pourront désigner leurs représentants pour des missions de droits humains au Burkina Faso. La région du Nord, du Centre-Nord, du Sahel et de l'Est sont les régions cibles du programme de la CNDH. Ce programme, qui bénéficie du financement de l'USAID, est mis en œuvre par un consortium de partenaires sous le leadership d'Abaroli, l'association du barreau américain, initiative pour l'état de droit. Cette question à présent, comment mettre à contribution les technologies et les innovations agricoles pour une meilleure résilience de la production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre, une interrogation à laquelle le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole tente de répondre. Le CORAF a procédé cette semaine au lancement du programme de mise en œuvre à l'échelle des technologies et des innovations agricoles pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations. L'objectif est d'assurer une sécurité alimentaire dans les pays d'intervention du projet. Benjamin Kwame.
Pendant 48 heures, les chercheurs en innovation technologique agricole ont mené des réflexions sur la production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il était question ici de mettre à contribution toutes les parties prenantes intervenant dans les 5 pays que couvre le projet après des recherches dans le domaine agricole, et cela dans le but d'assurer une sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique des populations des pays comme le Niger, le Bénin, le Tchad, le Mali et le Burkina Faso, une initiative du COCAF, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. L'atelier de lancement pour nous consiste donc à venir partager cette initiative avec les acteurs de terrain, les bénéficiaires, recueillir leur expérience, leurs attentes, pour qu'ensemble, nous partons pour réussir la mise en œuvre donc, de ce programme. Alors, nos acteurs de terrain, c'est une initiative qui veut vraiment aider la frange vulnérable de nos exploitations familiales. Il s'agit des jeunes et des femmes. Au Burkina Faso, le projet cible quelques régions, dont les Cascades, les Hauts-Bassins, le Centre-Sud et le Centre-Ouest, en collaboration avec les instituts de recherche du pays et de la coopération suisse. Le Taxe Pro se propose de mettre également à contribution toutes les innovations technologiques agricoles qui sont parfois peu exploitées. Nous avons ces technologies et nous voulons les déployer davantage auprès des utilisateurs pour qu'ils puissent changer leur système de production et le rendre plus résilient face aux adversités du moment. Le projet trouve tout son sens au ministère de l'Agriculture et ces 48 heures ont simplement été bénéfiques pour les participants. Le Task Pro est un programme très important pour notre département dans la mesure où ce programme vient justement contribuer à la valorisation des nombreux acquis de la recherche, notamment les innovations, les technologies, les savoirs qui ont été mis en œuvre, mis au point par la recherche et qui ne sont pas encore suffisamment valorisés. Vous savez, notre département a engagé le processus de transformation structurelle de l'agriculture et a besoin de mettre donc à contribution toutes ces techniques et technologies dans le domaine donc, de la production agricole. Cet atelier, nous avons réussi quand même à avoir des perspectives pour la mise à l'échelle des innovations et créées au niveau du Burkina Faso. L'INERA a beaucoup d'innovations, l'IRSAT a également beaucoup de technologies qui peuvent permettre aux producteurs et aux transformateurs de booster l'économie nationale. Le programme de mise à l'échelle des technologies et innovations agricoles est soutenu financièrement par la coopération suisse et cet atelier s'est soldé par des recommandations et propositions pour la suite des prochains rendez-vous dans les autres pays signataires du projet. Le projet Parcours Forme Action du cartel est à son terme. Ce projet qui fait de la formation des jeunes son leitmotiv a permis d'encadrer 3 semaines durant de jeunes comédiens sur plusieurs modules dont le jeu d'acteur, le corps théâtral et la mise en œuvre, la mise en scène. Une formation restituée dans une scène théâtrale sur la vie difficile d'un couple qui a du mal à enfanter. Sandrine Zougouri. 15 pratiquants des arts du spectacle, dont 10 venus de Ouagadougou et 5 des provinces, ont campé par une scène théâtrale la vie difficile d'un couple qui ne peut pas avoir d'enfants. Comme tu n'enfantes pas, tu l'aimes pourquoi? Coco, je l'aime. D'ailleurs, la semaine prochaine, la fille de Paul va venir. Ah voilà, elle va partir. Moi, je ne peux pas mourir comme ça. Bonjour, maman. Cette création a restitué 3 semaines d'accompagnement du projet Parcours Forme Action. Une vingtaine de jours durant, les compagnies membres du cartel ont partagé leur expérience aux jeunes praticiens. Le thème est parti juste d'une fête. Et donc de la fête, on est abouti au fait qu'il y a un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et voilà, qu'est-ce qui va s'en suivre? La belle-mère qui veut forcément un petit-fils va chercher une autre femme pour elle et la dame qui n'en peut plus. Voilà, elle revient. Comme vous avez vu, la foule ramène le cadavre donc, de la femme à la maison. Cartel, dans son souci justement de valoriser les compétences de ses membres, de valoriser l'expérience de ses membres, a initié ce projet-là justement pour pouvoir renforcer les capacités des artistes de Ouaga et de l'intérieur du pays. On est doublement satisfait
satisfait du résultat qu'on a remarqué par cette restitution et satisfait également par l'accueil que le public a eu face à cette création que vous venez de voir. Pour 3 semaines de travail, c'est un travail à acclamer. Ils ont fait du bon boulot et ce qu'ils ont présenté, ils nous ont laissé waouh quand on a coupé les projecteurs. Choisis suite à un appel à projet, les apprenants ont été formés en technique d'administration et de gestion de projet, jeu d'acteurs, voix et expression de soi, corps théâtral et en mise en scène basée sur la situation dramaturgique. Leur attestation en main, ils sont désormais aptes à mettre en pratique leur savoir-faire. Il y a une forme de réseautage qui se sont connus, donc désormais ceux de Nouna pourront facilement travailler avec ceux de Fadam Gourma et de Tenkodogo, etc. Le learning by doing donc, permet à chacun aussi de repartir directement chez lui et de mettre en pratique ce qu'il a appris ici avec d'autres comédiens. Je repars vraiment outillé pour servir mon domaine. Voilà. On peut dire que l'acteur sur la scène est un porteur de message et il faudrait que cet acteur soit outillé avant de pouvoir porter son message. Et je pense qu'à la suite de cette formation, nous avons les b.a.-ba, le maximum de bagages pour mener à bien notre activité. Le projet Parcours from Action du cartel se tiendra annuellement pendant les 4 années que va durer le plan d'action. Le cartel est une structure d'administration et de gestion commune de 5 compagnies de théâtre burkinabais. La compagnie Falinga, le théâtre Évasion, le théâtre Éclair, la GTB et la compagnie du film. L'Association pour la bienveillance humanitaire qui vole au secours des orphelins, elle a offert un chèque de plus de 150 millions de francs CFA pour redonner le sourire à près de 1000 orphelins. Alexis Belemnaba. Un chèque de plus de 150 millions de francs CFA au profit de 960 orphelins. Le geste est à l'actif de l'Association pour la bienveillance humanitaire avec l'appui de ses partenaires, notamment Dubai Charity Society et le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis. Ce don entre dans le cadre de la 2e édition du paiement des allocations familiales des enfants parrainés par la dite association. Objectif, contribuer à la promotion des œuvres humanitaires au Burkina Faso. Le sens de cette journée est de continuer toujours à donner le sourire aux orphelins à travers des journées pareilles. À chaque fois que nous avons l'occasion d'entreprendre une belle initiative comme celle-ci, nous n'hésitons pas à la faire. Et il y a un montant de 153 503 544 francs qui ont été alloués à ces orphelins. Ils seront distribués par la suite par le virement bancaire dans plusieurs comptes de ces orphelins. Les critères de choix de ces bénéficiaires, il faut d'abord être orphelin de père et ensuite avoir une tranche d'âge compris entre 0 et 15 ans. Les bénéficiaires affichent leur satisfaction pour ce soutien qui permettra de garantir le mieux-être des orphelins. Vraiment, on est fiers. On remercie vraiment l'association pour tout ce qu'il fait pour nous. Vraiment, il nous aide beaucoup. Voilà, tout est enfin autour. Il nous aide beaucoup. On est contents d'eux. Et on demande à Dieu aussi de les bénir, de continuer à les bénir, tout ce qu'ils font pour nos enfants, nos orphelins. Donc je pense qu'on va organiser beaucoup de choses pour les enfants, pour garantir leur avenir, voilà, tout ce qui sera bénéfique pour les enfants. Dans le cadre de ce parrainage, plus de 100 enfants ont également bénéficié d'une dotation en tenue vestimentaire d'une valeur estimée à 2 millions de francs CFA. En ce mois béni de Ramadan, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso a initié une rupture collective du jeûne hier à Ouagadougou. Occasion pour la Fédération d'inviter les fidèles musulmans et les autorités au partage et à la cohésion sociale, gage d'une réconciliation nationale réussie. Abdou Aziz Sari. C'est ça aussi la beauté de l'islam. Se retrouver entre amis et frères pour partager un repas. À la Fédération des associations islamiques du Burkina FIB, autorités politiques, coutumières et religieuses rompent ensemble le jeûne. Une rupture collective placée sous le signe de la réconciliation nationale. L'idée pour les fidèles musulmans
est de profiter de ce ramadan qui se tient à un moment où le Burkina Faso s'oriente résolument vers la réconciliation nationale pour inviter les fils et filles du pays à la paix et à la cohésion sociale. C'est le lieu ici pour nous d'appeler les acteurs sociaux, politiques, économiques et confessionnels à faire de la cohésion sociale leur priorité. Les thèmes de l'iftar de ce soir, Ramadan et réconciliation nationale, traduit notre adhésion aux initiatives visant à engager les Burkinabés vers la justice. Nous ne cessions de lancer un appel à tous les composants de notre société burkinabé à s'unir contre le fléau du terrorisme qui enduit toutes les Burkinabés sans exception ethnique ou de religion. Pour le président du Présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina, le dialogue, la concertation et l'intérêt supérieur de la nation doivent toujours primer dans les actions. C'est ce que pense également le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, Ashkroun. Il nous faut en effet apprendre à vivre ensemble, à nous accepter malgré nos différences qui peuvent être des richesses autour d'un idéal commun, la construction d'une nation réconciliée avec elle-même. Chacun peut et doit contribuer de toutes ses facultés à la réalisation d'un tel idéal. Monsieur le Président, le Burkina Faso est à l'écoute de votre communauté pour qu'elle nous montre l'exemple de l'entente et de la cohésion bâtie sur les fondements du livre saint qu'est le Coran. Moment de ferveur dans l'adoration, le mois du Ramadan est pour les fidèles musulmans un tremplin pour la promotion des valeurs islamiques. Ce mois de pénitence est également une grande opportunité pour les croyants de se rapprocher de leur Seigneur. Actualité hors de chez nous, demain, cela fera 10 ans jour pour jour que le chef d'Al-Qaïda Ben Laden est mort. 10 ans après, que devient l'organisation terroriste Al-Qaïda? Dans l'élément qui va suivre, nos confrères d'Euronews reviennent sur le film de l'arrestation et de l'exécution de Oussama Ben Laden, cerveau des attentats du 11 septembre. Des enfants jouant au cricket sur un terrain vague à Abbottabad au Pakistan. C'est ici que se déroula il y a 10 ans l'opération militaire la plus retentissante de ces dernières années. Sa cible, Oussama Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda, que les États-Unis traquaient depuis les attentats du 11 septembre 2001. Hormis cette dalle en béton, il ne reste aujourd'hui plus rien du complexe résidentiel dans lequel Ben Laden s'était caché pendant plusieurs années à l'abri des regards. Une maison de 3 étages entourée de hauts murs, située pourtant non loin d'une académie militaire pakistanaise. 10 ans après, l'ex-directeur de la CIA, John Brennan, a raconté à l'AFP la préparation de cette opération extrêmement risquée et pleine d'incertitudes. Car si les services de renseignement américains soupçonnent la présence de Ben Laden dans cette maison, ils n'en ont pas la garantie. Depuis plusieurs mois, ils suivent un coursier d'Al-Qaïda dont les allées et venues conduisent vers un complexe ultra sécurisé. Ils remarquent par la suite un homme barbu, grand et mince qui se promène régulièrement sur les hauts murs. Pour la CIA, cet homme, dont elle n'a pas vu le visage, pourrait être Oussama Ben Laden. Dans les coulisses de la Maison-Blanche, certains estiment que les soupçons sont suffisamment importants pour lancer une opération militaire. D'autres la jugent beaucoup trop risquée. Le 29 avril, Barack Obama donne son feu vert à une mission commando baptisée Trident de Neptune. Elle se fera par hélicoptère. Dans la nuit du 1er au 2 mai, 2 appareils décollent d'Afghanistan pour un vol de 90 minutes vers le nord du Pakistan. À bord, une vingtaine de membres d'une unité des forces spéciales, les Navy Seals. À leur arrivée à Abbottabad, l'un des hélicoptères se crache sans faire de victimes, un événement qui ne va pas compromettre la suite de l'opération, suivie en direct depuis la salle de crise de la Maison-Blanche, où la tension est immortalisée par cette photo. 20 minutes après leur arrivée, les forces spéciales américaines annoncent avoir trouvé et tué Oussama Ben Laden, que l'on voit ici dans la maison d'Abbottabad, en train de regarder la télévision.
Peu avant minuit à Washington, Barack Obama annonce au monde entier la mort du chef d'Al-Qaïda qui a été identifié par des analyses corporelles et ADN. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Sa dépouille sera immergée en mer d'Arabie, Washington cherchant ainsi à éviter qu'une sépulture terrestre ne serve de lieu de pèlerinage pour ses partisans. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe technique dirigée par Jonathan Ilboudo se joint à moi pour vous dire merci pour votre fidélité. Dès lundi, une autre équipe sera là pour vous informer. Moi, je vous retrouve Dieu voulant dans 2 semaines pour d'autres actualités. Excellent week-end.